Bonjour, je m'appelle Marie-Louise Arsenault. J'anime l'émission littéraire Plus on est de fous, plus on lit à la première chaîne radio de Radio-Canada. J'ai le grand privilège aujourd'hui de vous proposer une discussion avec trois grandes écrivaines canadiennes dont la renommée dépasse nos frontières. First of all, Margaret Atwood. Hi, Margaret. Hello, bonjour tout le monde. You were born in Ottawa. You have published more than 40 books since 1961. You won the Man Booker and the Giller Prize. Your novel, The Handmaid's Tale, was adapted and became an international hit as a TV series in 2017. Avec vous, Margaret, Marie Laberge. Bonjour, Marie. Bonjour Marie-Louise. Alors Marie Laberge, vous êtes née à Québec. Vous avez célébré en 2020, l'an dernier, 45 ans de carrière, Marie. Votre trilogie Le goût du bonheur, que vous avez écrite en 9 mois, à l'âge de 50 ans, a été vendue à plus d'1 million d'exemplaires dans toute la francophonie. On vous connaît aussi pour votre théâtre. Vous avez écrit une vingtaine de pièces, dont Oublié, qui a été présentée à Paris en 2000. Avec vous, Jocelyne Saucier, on la retrouve à Rouen, Jocelyne, je crois, quelque part en Abitibi. À Clérici, c'est un petit village près de Rouyn-Noranda, dans le nord du Québec, en Abitibi. And you were talking with Margaret Atwood before we began, and you realized, both of you, that you know this area, Margaret. You spent your childhood in this area, right? Oui, but not in a town. No town, no village, right in the forest. Yes, in the woods with your father, right? So you, both of you, know the same territory. It's going to become very interesting for this discussion. Jocelyne, vous êtes née au Nouveau-Brunswick, mais vous vivez en Abitibi depuis une trentaine d'années. Vous venez d'être reçue compagne des arts et des lettres du Québec. Félicitations pour ça. Vos romans ont été acclamés par la critique. Il pleuvait des oiseaux, qui est paru en 2011, a été adapté au cinéma par Louise Arsenault en 2019. Et ce roman a reçu le prix des 5 continents de la francophonie, le prix Ringuet et le Grand Prix de Montréal. Alors, let's begin with you, Margaret Atwood. You are obviously one of Canada's most renowned writers. You're invited and rewarded all over the world. Is this kind of success is a privilege, Margaret, or a burden? Oh, I think it's a question of luck. But whether it's a privilege or a burden, let's say it's a little of both, but there are a lot of pluses. For instance, I don't have to teach in a university. That's true. You don't have to work elsewhere to have a decent life anymore. At my age, I probably wouldn't be doing that anyway, so... I'm old. Well, no, that's interesting because both of you, Margaret and Marie, and even Jocelyne, success came later in your life. Marie, je l'ai dit, votre trilogie, vous l'avez écrite à l'âge de 50 ans et c'est là que vous êtes devenue une grande star dans la francophonie. Est-ce que ça goûte différemment le succès à partir d'un certain âge? Marie, on a l'impression que les femmes, après 50 ans, on les jette souvent dans notre société. Or, c'est là que vous êtes devenue une star. Margaret Atwood became like a rock star lately, Margaret. I've seen book launches around the world, in London, for instance, where young women were screaming when you arrived, Margaret. Même chose pour vous, Jocelyne. Il pleuvait des oiseaux, c'est arrivé plus tard dans votre vie. Comment ça goûte le succès, Marie, quand on l'aborde quand on est plus âgé? C'est moins dangereux. C'est beaucoup moins dangereux de se faire écraser et de faire écraser l'envie d'écrire par l'envie de plaire. Comme on a monté les marches doucement, on se casse moins la gueule, je pense. Moi, le succès est arrivé aussi en théâtre bien avant, parce qu'à Paris, c'était quand même la Comédie Française qui avait joué ma pièce. Et pour moi, pour l'actrice que j'étais, pour l'auteur que j'étais, c'était une consécration qui était immense dans mon regard à moi. Et c'est arrivé aussi à 50 ans. Les deux choses sont arrivées à 50 ans, la même année. Donc, c'est comme si j'avais eu le temps de le rêver, le temps de l'espérer, et puis que c'est arrivé sans que j'y attache une importance démesurée. C'est surtout ça, je dirais. Le succès peut être très dangereux quand on n'attend que ça et qu'une fois qu'on l'a, on ne sait plus quoi faire. Moi, j'avais des choses à dire, j'ai continué à avoir des choses à dire et le succès ne m'a pas ébranlée.
Il m'a juste fait plaisir. Margaret, I've seen you react when she was saying that she was not écrasée by the success. Why did you react to that word exactly? Well, I think if you're too young, a couple of things can happen. You have a big success, and then everyone thinks, what next? So they expect you to do that again and then again and again. And if you're 30 years old, that can be a very discouraging for you. The other danger is that you will let success go to your head. You can become gonflé. You can become too sure of yourself, and then you can be a big disappointment. But the older you get, the less that is likely to happen, because you've seen a lot more of life by that time. So you don't have the problem of being a teenage pop star. Yes, which can happen to some writers. Jocelyne, comment vous avez géré ça? Vous êtes quelqu'un d'assez timide, je crois. Je vous connais un peu. Comment vous avez abordé ça, ce rayonnement, ces prix, avec Il pleuvait des oiseaux? Mais écoutez, moi, quand le succès m'est tombé dessus, parce que c'est vraiment ça, là, j'avais 63 ans, c'était mon 4e livre, et bon, j'avais écrit de très nombreuses années sans être publié, ensuite très nombreuses années en publiant, mais avec un petit succès d'estime, donc sans reconnaissance. Donc je croyais que j'avais pas besoin de ça, la reconnaissance. J'avais toujours écrit sans, mais quand est arrivé le succès de Il pleuvait des oiseaux, je me suis aperçue qu'il y avait eu toujours quelque chose qui avait mal en moi, et avec ce succès-là, cette chose-là qui avait mal en moi est disparue. Donc, il y a eu un grand réconfort pour ça, là, mais en même temps de l'effroi. Parce que c'était tellement inattendu, tellement inespéré que c'est de l'effroi vraiment. Et j'étais prise dans un tourbillon. Il a fallu que je cesse ça parce que, bon, je ne suis pas une personne publique et moi, j'ai toujours voulu écrire, mais je ne voulais pas nécessairement de la vie d'écrivain, du statut d'écrivain. Je voulais écrire, moi. J'aime écrire. Donc, là, je me retrouvais dans une vie publique et ça, j'ai eu de la difficulté à vivre ça et j'ai toujours de la difficulté c'est pas de la modestie, fausse ou vraie, là, c'est, je sais pas, c'est une façon de protéger ma vie, de protéger ma liberté, je crois. Là. Oui, mais j'ai la difficulté avec la vie publique. Oui. It's interesting, Margaret, because there's a dichotomy between writing and being a public person. Writing is a solo act. You need privacy, and then you have to do interviews, you have to travel around the world, speak to people. How do you deal with that? How do you manage to save yourself in order to be inspired? So our generation of writers, both Anglophone and Francophone in Canada, we were building in the 1960s the possibility of being writers in this country, because a little bit before that, the possibility had not really been there. People would say, you want to be a writer, go to Paris. You want to be a writer, go to London, go to New York. You can't do it here. So both in amongst the Anglophones and amongst the Francophones, young writers that we were then, I'm telling you, we were once young. Sure. We all were once young, yes. We were starting publishing companies, we were starting magazines, we were creating these sorts of possibilities. And it was understood that you had to help out the publishers by doing these kinds of things. So you had to, even then, you had to help sell your own books, and you would go to some very out-of-the-way places. You would do some quite bizarre things. This is before credit cards, so I used to sell my own books in high school gymnasiums and collect the money. And I would put the money in an envelope and take it back and give it to the publisher.
It sounds pretty Wow, primitive. no, I'm impressed. I didn't know you had to do that. Places that didn't have bookstores. Yes. So it was a new thing. Well, you know Abitibi. So I once went up the Ottawa Valley in about 1970. They'd never seen a writer before. And I asked very, very direct questions, such as, how much money do you make? You know, pretty direct. And is your hair really like that, or do you get it done? They were thinking of the the curls. Would I do this? If I got it done, would I do this? No. Yeah, so you were considered as an extraterrestre, Margaret? Is that what you're telling us? Sort of, it was something new, so something quite bizarre for people. But I knew the region, so the people organizing the event said, well, we just brought in one row of chairs. I said, no, you need to have a lot more chairs because everybody in this town has already seen the movie. They'll all be here. Yes. So they're interested in writing or poetry or anything else. Yes. But it's a thing, something happening. So everybody will come. This is before everyone had a color TV and Netflix. So in the early 70s, that's what conditions were like. So we were used to doing this kind of thing, whereas I think a more Flaubert type of writer, I mean, you can't really imagine Proust going on a talk TV show. Marcel. Would have been interesting to hear him. Simone de Beauvoir. You can imagine Simone de Beauvoir being asked to be on one, but she probably would not have talked about, well, she might have talked about writing, but she probably would have given you to understand that this was kind of a low-class thing to be doing. Yes, probably. Rather vulgar. Yeah, but you don't think it is. So you were brought up in a kind of way to get accustomed to give interviews and to be in the public life. That's what you're saying. Well, and to talk to ordinary people who have perfectly legitimate questions. You know, in a more literary gathering, they would never ask you how much money you made. No. It would be considered really off the table, and they wouldn't ask about your hair. They would say, not your hair. Marie, vous avez eu des questions sur vos cheveux, c'est sûr. Hair is important. Oui. Alors, Marie, moi, j'ai l'impression que vous êtes très à l'aise, au contraire de Jocelyne, avec ça, avec la vie publique. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous sert à quelque chose? Comme écrivaine, parce qu'on y revient toujours, c'est ce qui est important pour vous, on imagine. Mais il y a une ermite dans moi, puis il y a quelqu'un qui adore être avec les gens. Ouais. Alors évidemment, je joue, quand j'en peux plus, je m'enferme et j'écris, mais de toute façon, c'est l'amour qui me nourrit. Et comme j'aime les gens, c'est quelque chose qui me nourrit profondément, rencontrer les gens et tout. Il y a des moments où il y a peut-être des questions qui sont moins le fun, mais je suis à peu près comme Margaret Atwood. Je viens d'une enfance où il n'y avait aucun livre jeunesse écrit au Québec, ce qui a fait de moi quelqu'un qui pensait qu'il fallait écrire au-delà des frontières dans ce qu'on imaginait. Par exemple, pour moi, il fallait que je parle des falaises de Douvres pour que ce soit crédible. Je ne pensais pas que le Saint-Laurent, quand j'étais petite et que je commençais à écrire, que je pouvais nommer ma rue ou nommer le Saint-Laurent. Pour moi, il fallait toujours que ce soit inventé parce que tout ce que j'avais lu était d'ailleurs, du monde entier. Ça ne répond peut-être pas à votre question, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que je pense aussi que le but un peu de cette conversation aujourd'hui, c'est bien sûr de parler de vos écritures, mais c'est de parler aussi de la littérature canadienne. Hein? C'est une conversation qui se tient dans la perspective du rayonnement de la littérature canadienne et de l'identité de la littérature canadienne. Alors à vous, Jocelyne, de répondre à cette question d'abord un peu piège, mais est-ce que ça existe, la littérature canadienne? Is there such a thing as Canadian identity? In literature. Jocelyne, vous avez beaucoup de succès en Allemagne, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de canadien dans ce que vous faites, croyez-vous? You're asking all of us? Yeah, I'm asking Jocelyne first because, you know, the territory is really important in what you do. Jocelyne, le territoire est très important dans ce que vous faites.
Oui, le contexte oui, géographique est important. Et donc, oui, moi, mes romans, ça se passe la plupart du temps dans le nord du Québec, Oui. le nord de l'Ontario, donc le nord du Canada. Mais bon, c'est des endroits, c'est très isolé, c'est très isolé, c'est des grands espaces, c'est de la nature. Et étonnamment, quand je vais en Europe, que je présente mes livres, on me pose très peu de questions sur ces grands espaces, sur la nature. On me pose beaucoup de questions sur la liberté. Je dirais que c'est le bon. Dans mes livres, c'est principalement ça qui est évoqué. Ce sont parce que je parle. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement. Bon, vous trouverez pas dans mes livres de longs passages qui magnifient la nature. Ce sont les humains qui m'intéressent. Et du fait que ces gens-là vivent, qui vivent dans des pays neufs, qui n'ont pas de 100 ans d'histoire, qui a des grands espaces, ces gens-là ont une grande force de vie, une grande indépendance d'esprit, un sens de la liberté. Et je crois que c'est ça qui intéresse. Même, je me souviens, j'avais fait une tournée au Sénégal. Et on faisait la tournée dans les lycées, dans les universités. Et encore là, c'était toujours la question de la liberté qui revient. Donc, je crois que c'est ça qui intéresse les gens dans mes romans. Là, ouais. Is freedom is Canadian? Margaret, it's interesting because in 1970, you've published an essay, Survival, a thematic guide to Canadian literature. And you've said 3 years later in an interview, Canadian literature is about a guy hanging on a bridge trying to climb up. Do you still think it's the case? Is there such a thing as a Canadian identity in literature, Margaret? Well, insofar as any country has such a thing. So I think we're in an age when all countries are questioning their traditional images of themselves. We seem to be seeing a lot of questioning and, for instance, removal of statuary in many different countries. And I think all societies are constantly reinventing themselves. But what Jocelyne said was, she began with a situation, sort of geopolitical situation, yes, of very, very large spaces. And Canada was then and is now a small, nervous country. I mean, the population is small and nervous, with a very large, uproarious country to the south and an increasingly weird country to the north, namely Russia. I shouldn't say increasingly weird, a continuingly weird country to the north. So we've always felt a bit squeezed and nervous about what these two big superpowers are going to do. And Jocelyne, you remember the days of NORAD in Abitibi, when the plan was, if Russia shot nuclear bombs at us, these rockets would come up and explode them over Canada. Because, not very many people, what the hey? NORAD, yes. That's been our situation. So every writer is coming from a place. It doesn't mean they have to write about that place, but it means they have come out of that place because we're not born in clouds. So the things that you're aware of, the things that your point of view is always going to be determined to some extent by what you were used to seeing while you grew up and became a writer. And we have a particular point of view on the rest of the world that is not the same as the point of view of other countries situated in different ways. So England, it's an island. Yes, it's true. Boy, is it ever behaving like one. Right? And it used to be a superpower too. And in Canada, I know you're aware of that because, Margaret, you speak French, which is great. Badly. You are aware of the fact that we have a dual identity. Marie, c'est très important pour vous. Multiple. Yes, multiple. It's become multiple, but
two big linguistic groups and many others. Yes, it's true. And they emerge more and more in our literature, which is, I guess, what has changed the most since when you started writing, Margaret. Yes. Yes, we see transgender women writing now. We hear more and more from the First Nation people, too. What do you Yes. think about those changes? Well, when I began, and when I wrote Survival in 1972, there was a big absence, because if you go back into the 19th century, Indigenous people were a very big force, especially towards the beginning of the 19th century. And in the 17th century, they were the force, and they could quite easily have wiped incoming European settlers off the map. I think the only reason they didn't do so was that they liked the hardware, you know, the pots, the pans, the fire. Yes. So that changed, and it changed in the 19th century once there were no more wars going on between this part of the continent and the United States. So after the War of 1812, no more wars for a while. They had their own war, but that was different. And the alliances with First Nations were no longer so important. And that's when they started shoving Indigenous people off the land, putting them on reservations. Residential school system comes along at the end of the 19th century, continues into the 20th. And the result was an absence of writers from there. There had been some earlier, and they disappear. So in 1970, I was thinking, when will they come back? You were thinking about that 50 years ago. That's interesting. Yes. Well, look at the book. It's there. Yeah. When will they come back? When will they speak for themselves? Because they were characters in books by other people. But when are we going to have them speaking from inside, as it were? And that started happening in the 1980s with Thompson Highway and Jeanette Armstrong and the founding of the Anauken Writing School in the interior of British Columbia. And now you have a huge upsurgence of Indigenous writing. And it's wonderful, yes. Yes, this has really changed since 1970. Marie, je sais que la cause indépendante a été importante pour vous. Vous vous êtes engagée politiquement comme écrivaine. Vous avez écrit le discours qui devait être lu le soir du préambule. Oui, de le préambule en 1995. Bon, alors, est-ce que pour vous, il y a une identité canadienne dans la littérature ou vous voyez ça comme une identité québécoise? Quel est votre point de vue là-dessus? Ben, d'abord, je me suis engagée comme citoyenne plus que politiquement, parce que quand on m'a demandé d'écrire ce préambule en compagnie d'autres écrivains, on me demandait de rendre un peu ce qui avait été dit dans tous les comités à travers la province en ce qui concernait l'indépendance. Donc, je me suis mise un peu dans un statut d'écrivain public, c'est-à-dire de prendre sur moi la pensée qui était transmise par les rapports et essayer de leur donner en préambule. Pour moi, c'est important parce que c'était plus citoyenne que politicienne. Oui. Je pense que ce que disait Mme Atwood sur la culture autochtone, qu'on a vraiment essayé d'écraser et de briser et d'en casser l'élan, leur férocité à être, leur beauté à être, malgré tout ce qu'on a essayé de faire, me rend littéralement plus optimiste sur le sort de toutes les différences. Et pour moi, les différences, c'est ce qui m'attire beaucoup, beaucoup dans la littérature. Les êtres humains qui sont différents, la façon dont ils sont soit éloignés par certains, soit embrassés par d'autres. Et je pense que il y a une clé de l'humanité dans l'acceptation de la différence. Il y a une clé de l'humanisme dans la capacité d'accepter l'autre, de le prendre, de ne pas le détruire, de ne pas le changer, de le respecter et de rester soi-même libre qui on est.
Et je pense que la littérature du Québec a eu, en tout cas en théâtre, c'est clair, probablement aussi en littérature, mais je ne suis pas une spécialiste, a eu à gagner à travers cette lutte qu'on a toujours eue à garder notre langue, à la voir être comparée à celle de la norme franco-française, Oui. et à se réétablir les pieds dans notre territoire pour essayer de la dire comme elle est, c'est-à-dire avec ses influences, avec le 18e siècle, avec le côté maritime qu'il y a dans notre langage à nous, qui est complètement disparu en France. Il y a plein de choses qui viennent d'une sorte de guerre à la disparition, un peu comme les Autochtones ont été obligés de mener une guerre à la disparition, qui donne certainement une couleur à notre littérature, Ouais. même si c'est déguisé ailleurs. Mais un peu comme Jocelyne Saucier, c'est les êtres humains qui nous intéressent. Où que soit leur pied, c'est leur cœur qui nous intéresse. Et c'est de témoigner qui nous intéresse, je pense. J'allais dire que ce qui vous réunit toutes les trois aussi, c'est les femmes, les personnages de femmes fortes et la transgression. Ça, c'est courant dans les trois œuvres que vous avez créées. Jocelyne, est-ce que vous vous considérez comme une écrivaine féministe? Non, je ne me considère pas comme une écrivaine féministe parce que je ne me considère pas que j'ai aucun drapeau devant moi quand je commence à écrire, mais je sais que je ne défends aucune cause, je ne pose même pas de questions par rapport à ça, mais je sais que mes romans sont habités par des femmes parce que je suis femme, puis j'écris de la fiction à partir de ce que je suis, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai lu aussi. Donc, ce sont des femmes qui vivent, mais ce qui caractérise les romans, je dirais, ce sont des femmes qui vivent dans des mondes d'hommes. Ce sont des mondes d'hommes, autant dans Les Héritiers de la mine que dans Train perdu, Il pleuvait les oiseaux. Ils vivent dans les mondes d'hommes. Dans Les Héritiers de la mine, ce sont des mondes d'hommes qui refusent les femmes. Il y a le rejet de l'autre, le rejet de la féminité, même que dans ce roman-là, il y a une lutte, il y a une petite fille qui doit lutter pour porter des robes. C'est le sens. Mais dans les deux autres romans, Train perdu et Il pleuvait les oiseaux, les femmes sont très fortes, elles montent, elles avancent dans leur destin, mais elles sont entourées d'hommes, mais ils sont bienveillants. Donc, je ne me définis pas en tant que femme, ni même, et je suis écrivaine, mais avant, je disais que je me définissais comme femme simplement par rapport à un homme, que je n'étais pas une femme par rapport à une auto ou par rapport à une maison. Mais je m'aperçois que oui, effectivement que mon rapport à l'auto est différent parce que je suis une femme, parce que les autos ne m'intéressent pas tellement. Là. Donc, oui, c'est vrai que... J'aime ça comment votre pensée évolue. Oui. Oui, mais je m'aperçois parce que je voulais pas, je m'identifie, c'est vrai que j'ai un rapport féminin avec tout ce qui m'entoure parce que je suis une femme. Donc, c'est vrai que, mais je tiens pas à m'identifier comme étant une femme qui écrit, je suis une écrivaine, point. Oui. C'est donc, c'est sûr que, ouais. Margaret, do you see yourself as a feminist writer? Okay, there are 75 kinds of feminism. Yes, it's true. At least 75. Which kind? So you can't answer that question unless you can agree what you're talking about. So no, I am not the kind of feminist who thinks that all men should be pushed off a cliff except for kept for breeding purposes. So not that kind. Yes. And you could go. I think you're perceived as a feminist writer. I think you are perceived as one. Yes. So eliminate them. So what I'm willing to put my hand up for is organizations like Equality Now, who are working to change the laws in various different countries so that they are more equitable for women and girls. So I come at it from that perspective, and also from
from a background of people of my generation. Yes. The Universal Declaration of Human Rights, late 1940s. So equal rights under the law for everybody. How about that? We don't put up our hands for that, I think. Yes, of course we all do. But it's quite simple as a vision. But you are perceived, maybe it's a wrong perception, as a feminist writer. Well, there again. I think so. So does it mean that I have to have angelic female characters in all of my books? And none no, but you've written powerful characters. Powerful women characters. Unscrupulous ones and ones that do unpleasant and mean things. It's true. Because call me weird, but I believe that women are human beings. And that means any bad things that men can do, women can do too, and they have done them. Yes. As you gain more and more recognition, do you see yourself as someone responsible? Responsible for what? For writing or for taking positions for different causes. Marie, you were talking about the fact that as a citizen, you wanted to get involved in Quebec's liberation. Putting it off on writers, saying that writers have this responsibility is other people abdicating their own responsibility. So yes, as a citizen, yes. As someone who doesn't have a job and can't be fired, I frequently get asked to speak about these things because other people, if they spoke about them, would get fired. So that's, I think, one reason that writers get shoved out into the front, writers and artists, is because they don't work for big corporations, they don't have bosses, you can't fire them. You can shoot them, and authoritarian and tyrannical regimes frequently do, because they're so mouthy. They say things that other people are afraid to say. Of course. So that's what happens. It's not that we have special virtues or, extra powers or any of that. We're in a position in which we can speak and are frequently asked to do it. And you accept to do it. Marie, je vous voyais beaucoup réagir. Oui, parce Est-ce que vous voyez ça comme une responsabilité, ce rayonnement public, de dire des choses, de vous engager, La seule vraie responsabilité que j'ai, c'est de rester vrai, de rester lucide et de rester authentique, de ne pas bargainer ma vérité parce que j'ai peur d'arrêter de plaire ou parce que je me mets une responsabilité que je n'ai pas. Un écrivain, c'est quelqu'un... Alors, ça me fait penser... Ce que Jocelyne disait, je comprends très bien, c'est que on est des femmes. On a été élevés dans un monde d'hommes. On témoigne, on bear witness de ce monde qui est le nôtre. Alors, évidemment, des fois, on peut avoir l'air d'être d'une certaine forme féministe, mais on n'est jamais dogmatique. Moi, j'ai pas envie de défendre un dogme. J'ai envie de poser des questions, pas d'apporter des réponses. J'ai envie de faire vibrer des personnages, pas de dire comment il faut être. Alors, évidemment, dès qu'on est une... Margaret is Qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais. Alors, évidemment, dès qu'on est une femme, on cherche où est-ce qu'est la féministe là-dedans, qu'est-ce qu'elle va nous faire. Quand j'ai commencé, moi, je me souviens que j'écrivais des personnages d'hommes que je trouvais quand même assez indulgents. Enfin, j'avais une indulgence pour eux. Et les gens disaient toujours, oh, elle est féministe, comme si j'avais un couteau pour les égorger à chaque fois que j'en présentais un. Et c'était pas vrai. Mais c'était peut-être l'époque qui faisait que en 80, quand on était une femme, il fallait être féministe. Ben, il y a aussi que l'époque... Il y a beaucoup plus de... Margaret Atwood parlait qu'il y a beaucoup plus d'auteurs des Premières Nations depuis quelques années. Il y a beaucoup plus de femmes qui écrivent, Margaret. Since 1961, when you started out, there was no many women at the time who were getting published. Jocelyne, je vous voyais réagir à ce que Marie disait. Oui, mais c'est vrai que la littérature... Oui, mais la littérature des femmes, les livres des femmes ont beaucoup évolué ces dernières années, les 30 dernières années. La littérature des femmes
les romans des femmes étaient d'abord très douloureux. Ensuite, ils ont été très combatifs. Mais ce que je remarque au cours des 10 dernières années, elle est beaucoup plus légère. Et puis, elle est plus heureuse. Oui, je trouve que les jeunes femmes, celles qui ont 30 ans, là, elles parlent beaucoup plus d'elles. Ça, c'est sûr que c'est dans la nouvelle... nous sommes beaucoup plus dans l'autofiction, dans l'autobiographique, dans le roman du réel. Donc, on parle de soi, on s'intéresse beaucoup moins à l'autre. Mais... je remarque qu'il y a plus de sérénité dans les rapports, dans la littérature des femmes. Donc, je dirais que tout le travail qui a été fait oui. C'est intéressant, sérénité. Et c'est gagné. Ben, c'est ça. Donc, la perspective change. Il y a plus de liberté. Et puis, c'est la même chose. Bon, c'est parce que quand la littérature engagée, c'est un passage obligé quand il y a un peuple en difficulté, ou bien comme les femmes étant en difficulté. Puis, il y a eu une littérature engagée du côté féministe. Maintenant, même chose pour ce qui est de la littérature québécoise. On a eu une littérature très engagée, qui s'affirmait, qui défendait son identité. Maintenant, on est en autre chose. Quoiqu'on sera toujours, une littérature, on parlait tantôt de la littérature canadienne. Bon, la littérature canadienne, elle est multiple. Il y a la littérature autochtone, mais il y a aussi la littérature québécoise. Et la littérature québécoise aussi a été très engagée, très militante un bout de temps. Puis maintenant, elle va toujours, je crois que la littérature québécoise va toujours être en survie. Elle va toujours avoir à se battre, comme le Québec, le peuple, la culture et la langue québécoise vont toujours à être en survie. Et c'est de là que nous vient notre énergie. C'est ça, cette énergie-là qui est l'énergie de la survie. Le combat pour la survie, c'est ce qui nous marque et c'est ce qui va toujours nous mener. J'espère qu'on sera toujours là. Mais puis moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette littérature québécoise. Là, c'est la langue. Puis, étant donné que je suis née au Nouveau-Brunswick, que je suis près des frontières ontariennes, je suis très sensible à la pérennité de langue française au Canada et surtout pour ce qui est la survie de la langue française au Canada, si la langue française et le français ici est une langue de survie, au Canada français, le français est une langue de combat tous les jours et ça teinte aussi leur littérature. Oui. Margaret, what do you think about what Jocelyne just said? Because yes. Survival was the name of the book that I wrote about. Interesting, isn't it? So we're still apparently doing it. Yeah. We're still interested in surviving, although the things that we now are faced with, the things we are going to have to survive, have changed somewhat. But, everything happens first in Canada. And the rest of the world is now realizing that they will have some things to survive as well, because our conversation is taking place in a big balloon. And in that balloon is the question of climate crisis. Yes. So this transcends these considerations that we have been talking about, because if the climate changes too much, there won't be any more literature. Et les lecteurs. Yes. Oui, c'est un bon point. It's interesting you just said that because, Margaret, you're very active on Twitter. Let's talk about social. Not that much? Well, I follow you and I see you. You oftenly talk about environment. Yes. You write in The Guardian too. Like that. Yes. It's true. Why are these platforms important to you? Well, they're not, but but they're important to a lot of other people. So I started really by accident in 2009, and I seem to have got a large following. So I can therefore, for instance, put other people's books on there. Yes, you do. Sell some books for them. I can announce their events. I will announce this event when it happens.
if you send me the URL. And we will. It's become a kind of by default broadcaster on Twitter. So it's like a show, is it not? It's like having your little radio show, and you can invite guests. You can talk about books and other things that interest you. However, a lot of people use it just to have temper tantrums and denounce people. And that's unfortunate. It's true. Marie, la relation aux médias sociaux, je ne connais pas trop vos activités. Je sais que vous avez lancé toute une série épistolaire avec vos lecteurs, vos lectrices, là. Qu'est-ce qui vous apporte? Qu'est-ce que ça apporte, la relation avec les lecteurs dans votre vie? La relation avec les lecteurs est très, très riche pour moi parce que ce que je me rends compte quand je parle avec les lecteurs, que mes livres les rejoignent comme ils me font quelque chose. C'est-à-dire qu'on a comme une communauté tout à coup d'amis qui sont des faux amis, c'est-à-dire qu'ils sont la fiction, mais qui nous permet d'être vrais l'un envers l'autre. Je reçois des confidences incroyables qui ont donc le signe d'une confiance incroyable que ce que j'ai inventé a créé, a réussi à faire des liens forts, étonnamment forts, qui ne sont pas liés à ma personne et à ma personnalité, mais à la fiction que j'ai créée. C'est quelque chose qui sort de moi et qui va vers eux et qui entre en eux. Et pour moi, les réseaux sociaux, Martha n'était pas quelque chose qui était fait sur les réseaux sociaux. C'était des vraies lettres qui arrivaient dans les mains des gens, chez eux, à leur nom. Alors, c'était donc un roman qu'on décachetait à chaque 15 jours. Les réseaux sociaux, je suis un peu... en fait, je ne suis pas du tout quelqu'un qui va dire privément des choses sur les réseaux sociaux. Je me méfie des réseaux sociaux. Je les utilise un peu pour tenir les gens au courant, mais j'essaie d'être toujours intègre, vrai, sans me mêler littéralement de tout ce qui se passe dans le monde et qui m'intéresse. Mais pour moi, je n'ai pas envie de commencer à être une interlocutrice privilégiée sous prétexte que j'écris des livres. J'ai un peu de misère avec l'importance qu'on pourrait me donner alors que j'en ai pas tant que ça. Et l'importance qu'on pourrait me donner à cause que mes livres sont importants. C'est les livres qui sont importants, c'est ce que je travaille, c'est tout ce que c'est que je travaille qui est important d'arriver. Puis ça trimballe assez de questions pour qu'on puisse parler. Donc mon rapport au lectorat, c'est souvent un rapport de salon du livre, de vraies rencontres. Jocelyne, quelle est votre relation à vos lecteurs? Parce qu'en plus, vous, as Margaret, Margaret, of course, The Handmaid's Tale became that huge success worldwide, so... and the CBC adapted another novel, so you know what it is about. Jocelyne, ce succès du film, est-ce que ça a changé la relation au lecteur? Est-ce que vous avez eu plus d'interactions? Est-ce que les gens... Robert Morin disait à Plus on est de fous, plus on lit, il y a 2 semaines, le cinéma, c'est une chose qui a été inventée pour les lecteurs paresseux. Ce que j'ai trouvé très drôle. Ain't that funny, Margaret? Have you understood what I said? Movies were invented for lazy readers. Not true. No, it's a different art form. Yeah, completely. No, it's not. Completely. I don't believe that. But, yes. Jocelyne, comment vous avez réagi dans l'adaptation d'Il pleuvait des oiseaux? Est-ce que vous vous en êtes mêlée? Est-ce que vous aviez l'impression que vous seriez déçue? Ça doit être spécial quand même. Ben, écoutez, pour dire, je savais que ça serait très différent, là. Bon, le roman que j'ai écrit n'est pas le même que le roman que vous avez lu. Et quand je rencontre d'ailleurs des lecteurs, puis qu'on me parle de mon livre, je leur demande, mais où êtes-vous rendu? Parce que j'aime savoir où il est rendu dans son imaginaire. Puis bien souvent, j'ai l'impression, quand il me parle de mon livre, je me rends compte que le livre qu'il a lu est très différent de celui que j'ai écrit. Et bien souvent, j'ai l'impression que le livre qu'il a lu est meilleur que celui que j'ai écrit. Et j'aimerais pouvoir, et j'aimerais pouvoir lire dans sa tête le livre qu'il a écrit dans sa tête. Mais ce privilège-là, c'est simplement le lecteur
Je peux lire le livre que j'ai dans ma tête. Oui. Mais moi, je ne peux pas lire le livre qu'il a dans sa tête. Mais là, dans le cas d'une adaptation cinématographique, ben, j'ai pu lire le roman que Louise Arsenault, la cinéaste, s'est fait dans sa tête. Donc, moi, ma première réaction par rapport à ça, ça a été la curiosité. J'étais curieuse de voir le livre qu'elle avait dans sa tête. Puis, j'ai beaucoup aimé ça. C'est très différent. C'est sûr que c'est un autre langage parce que dans... La principale différence entre un livre et un roman et un film, c'est l'absence du narrateur. Donc, il n'y a pas de narrateur qui tient la main du spectateur. Tout doit être fait par les images, par le son. Donc, c'est un autre langage. Je savais que ça serait différent. Et il a paru, bon, le film a paru, je pense, 9 ans, a été discuté, oui. A été prêt à 19 ans après la publication du roman. Donc, le roman a eu un grand succès, bon, autant ici au Canada qu'ailleurs. Donc, j'ai pas été jalouse du succès du film, mais pas du tout. C'est intéressant que vous disiez ça, oui. J'ai pas été jalouse du film. Et puis, on m'a parlé du roman bien avant qu'on me parle du film. C'est bien sûr, donc, j'ai pas... donc, ça, c'est le film, je l'ai reçu comme un cadeau. C'est ça, c'est un et j'ai été une très bonne spectatrice. Oui. Ah ben ça, c'est merveilleux. Are you a good spectator, Margaret, when your novels are made into a TV series, for instance? Am I a good spectator? Yes. Do I enjoy the result? Yes. Sometimes yes, sometimes no. You want to tell us when? You won't do that, eh? No, it must I'll be tell bizarre. you. Yes. Is it bizarre? It is bizarre, but I used to write television scripts. It's true, yes. So I understand that it's a different language. As Jocelyne said, you are using other tools. You have a soundtrack. Don't have that in a novel. You have images. You have acting, and the script for such a thing is just like a coat hanger. It's necessary, but then a lot of other clothing and things are put onto the coat hanger, and that is the film. It's made by many different people. It's a collaborative art, never made by just one person. Whereas when you're writing a novel, you are a megalomaniac in charge of everything. Yes, and that wonderful. C'est le fun. So even as a playwright, you write the play, but then you're very dependent on a lot of other people. So the actors, the director, the set designer, the lighting, the special effects, all of those are part of the play. For a novel, all of that is supplied, all of those extras are supplied by the reader. So that too is a collaborative art, but it's a collaboration between the writer, the book, and the reader. The writer has no direct contact with the reader. Even when you're doing an event, that's not really the writer, because you wrote that book a long time ago. You're a different person. You're kind of a stand-in for the person who actually wrote the book. Yes. So the reader is interacting with the book, and that is the important thing. And as a writer of that book, you want to make it so that that interaction happens well. That's why you check your facts. Otherwise, you'll get an angry letter. It wasn't Wednesday, you idiot. Je veux terminer la conversation avec une question assez fondamentale, en fait. Pourquoi on écrit, Marie? Pourquoi vous écrivez? J'allais dire une énormité. J'écris parce que sinon, je pense que j'étoufferais, je deviendrais folle. Je ne serais pas une personne très... je ne serais pas quelqu'un de bien.
C'est aussi simple que ça. Je ne pourrais pas ne pas écrire. À la limite, quand on commence, quand on est très petite, je présume qu'il y a une urgence en dedans de nous et qui fait que c'est mon canal à moi pour témoigner de l'être humain dans le monde. Mais je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est beau, mais c'est fondamental. Margaret, would you like to answer that really fundamental question? Why do you write? Why do you write? People are always asking that. Yes, I know it's not really original. Is why not? That's what you respond when they ask you? Why not? But a slightly longer answer is, all children are creative. In fact, all human beings are creative, but especially children. And all children sing, dance, tell stories, make images. And artists are people who continue to do that. But everyone has the capability. It's just that not everyone has the will, and not everyone has the possibility. So we are all people who have had the capability, the will to do it, to keep on going. The will is interesting. Hard, and the possibility. We have lived in a society in which there are books, there are publishers, there are not tyrants who will come and burn our books and send us to the gulag. Yeah, we hope. So lucky us. We've been very lucky. But why people write is the same question as why do people sing? Why do they dance? Why do they do these very human things that have been with us ever since we were human beings? Storytelling is very, very, very old, and it is one thing that sets us apart from Rover the dog. So Rover the dog can anticipate the future. He knows when his dinner is, but he's never going to say, what will happen to me, Rover, once I'm dead? So he doesn't have a grammar that allows him to ask that question. And he will never say, where did dogs come from in the first place? Only human beings do that, and therefore we narrate. Because we're afraid to die. What happened earlier? Where are we going? Where did we come from? What are we doing? We ask those questions. And that's what is really at the deep, dark background of writing. Why are we here? Yes. What are we doing? What's going to happen next? So a novel is a form that is totally dependent on time. This happens, this happens, this happens, and this happens. And it's your craft to draw the reader in and tell the story in such a way that they will wish to find out what happens next. And unless you do that, your wonderful insight into the totality of being on page 75 will never be read by them. Margaret Atwood, Marie Laberge et Jocelyne Saucier, merci énormément d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Portez-vous bien et on vous souhaite encore de nombreux livres. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde.